Bonjour et très heureux de vous retrouver encore en ce jour pour la rencontre hebdomadaire, rencontre échange, nouveau numéro. Nous allons une fois encore parler de cette nouvelle réforme qui crée tant de polémiques dans un souci d'explication, de pédagogie, d'entreprendre une culture pédagogique pour expliquer en détail ce changement qui intervient dans la vie politique de notre pays. Nous vivons une période sensible avec ce doux scrutin qui aura lieu ce lundi. Ce jour, c'est le jour de l'indépendance et dans tout cela, il y a cette question du changement de constitution qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. L'Assemblée a donc finalement adopté le texte en deuxième lecture après que le chef de l'État ait demandé une relecture du texte et après les consultations. Maintenant, la balle est dans le camp du chef de l'État qui va promulguer ou pas, en tout cas, eh bien, c'est de son libre arbitre, cette nouvelle constitution de notre pays. Pour en parler encore aujourd'hui, je vous fais écouter un autre son de cloche, celui de Dr Joseph Junior Kodjo. Il est enseignant-chercheur à l'Université de Lomé et maître assistant. Bonjour, M. Kodjo. Bonjour. Et merci infiniment de cette invitation pour échanger avec nous sur cette question qui vous concerne, vous les juristes notamment, et la question de la nouvelle constitution qui est votée par l'Assemblée nationale, qui reste à être promulguée. Alors, question d'introduction, on va faire comme dans une salle d'amphi, en commençant par expliquer les termes de nos échanges, en commençant d'abord par ce que c'est qu'une constitution. On le dit souvent, constitution, la loi fondamentale, mais qu'est-ce que c'est au juste? De la manière la plus simple pour le commun des mortels, afin qu'il puisse nous suivre. Alors, la constitution, c'est un contrat social. C'est un pacte social, c'est la loi fondamentale, la loi des lois, si on peut le dire simplement. Au-dessus de toutes les lois du pays. Au-dessus de toutes les lois. D'accord. Et ça sert à quoi, finalement? Alors, la constitution est importante dans une société, parce que tout à l'heure, je parlais de contrat social. Alors, dans la théorie constitutionnelle, l'idée de constitution est partie d'une certaine volonté des hommes à vivre ensemble. D'accord? Donc, à un moment donné, les hommes ont décidé d'avoir un contrat qui va essayer de protéger leurs droits dans cette société-là et au même moment articuler les relations entre les différents pouvoirs qu'on retrouve dans une société. Donc, pour une société qui veut devenir un État, cette société-là a besoin d'une constitution. Et c'est pour cela qu'on dit très souvent que la Constitution, c'est le statut d'un État. Ça veut dire qu'en dehors de la Constitution, un État n'a pas d'existence réelle et concrète? Alors, c'est la Constitution qui fonde l'État. Alors, si je prends la théorie de Rousseau, il dit qu'à un moment donné, les hommes ont décidé de trouver une forme d'association qui protège et défende de toute la force commune la personne et les biens de chaque associé et par laquelle chacun s'unissant tous n'obéisse pourtant qu'à lui-même et reste aussi libre qu'auparavant. Alors l'idée c'est quoi? On était dans une société de nature, dans un état de nature où chacun faisait ce qu'il voulait, mais à un moment donné on décide de se mettre ensemble, de se regrouper. Donc on se regroupe, on fixe un contrat, un statut, une constitution qui fixe les droits de chacun, qui dit comment ces droits seront garantis et qui également détermine la séparation des pouvoirs. C'est ça l'idée de constitution. Donc tout État a besoin d'une constitution, puisque c'est la constitution qui fixe les droits dans cet État, qui détermine comment les pouvoirs sont séparés dans l'État en question. Et historiquement, l'avènement de constitutions dans l'État moderne, ça date de quand? Parce que en réalité, nos États en Afrique, en tout cas nos sociétés, n'est-ce pas, n'étaient pas dotées forcément de ce... Oui, bien sûr. Alors en droit, on remonte très souvent aux États westphaliens, aux États occidentaux, aux États européens. C'est par là que l'idée d'État a commencé par émerger. Bon, alors chez nous, c'était les royaumes, et après, vous savez très bien, avec la colonisation, la décolonisation ensuite et l'indépendance, nous sommes devenus des États en Afrique. Donc, c'est très récemment que nos sociétés africaines ont connu l'avènement de la notion d'État. C'est ça. Et des constitutions calquées sur le modèle européen, Oui, bien souvent, oui, bien sûr. Des constitutions calquées sur le modèle européen. Puisque l'idée de constitution est venue d'une certaine culture européenne, après tout. Et comme je le dis, c'est d'abord une manière
qui a été pensée par des auteurs. Alors, je ne vais pas quand même faire... je vais rester quand même simple pour que les auditeurs puissent comprendre. Vous savez, parlant de la Constitution, parlant du contrat social, l'idée est partie de 3 auteurs essentiels. John Locke, Thomas Hobbes et Rousseau. Alors, si vous prenez Thomas Hobbes, l'idée de Thomas Hobbes, c'est que dans l'état de nature, c'est-à-dire l'état qui n'était pas un état où il y avait une constitution organisée, l'homme est un loup pour l'homme. Le plus fort domine, le fait par la force, et le faible... La loi de la jungle, comme on dit. Exactement, c'est ça. Et donc, pour que l'homme puisse avoir une certaine sécurité, il faut que l'homme cède une partie de sa sécurité à une entité abstraite qui sera appelée État et qui, en retour, doit garantir la sécurité à l'individu. Rousseau lui dira que dans l'état de nature, il y a une certaine inégalité entre les hommes. Oui. Parce que vous et moi et les autres, nous sommes égaux seulement en droit. En dehors du droit, nous ne sommes pas égaux. Vous êtes plus gros que moi, je suis peut-être plus mince que vous êtes plus riche que moi. Voilà, c'est ça. C'est seulement en droit que nous sommes égaux. Et donc, trouver un contrat social qui dit que à partir de ce contrat, il y a des libertés qui sont garanties dans cet État. Il y a les pouvoirs qui sont bien séparés. Et voilà, un certain nombre d'institutions qui sont articulées. C'est ça. Alors, les conditions d'établissement de l'écriture d'une constitution, n'est-ce pas, historiquement, est-ce qu'il y a des événements, en tout cas des situations qui obligent justement à se doter de ce test fondamental dont nous parlons? Alors, est-ce qu'il y a des situations qui obligent? Déjà, je vais essayer d'expliquer un peu comment est-ce qu'une constitution est élaborée. Oui. C'est élaboré par le pouvoir constituant. C'est-à-dire, le pouvoir constituant, c'est ce pouvoir-là qui met en place une première constitution. Et dès que ce pouvoir constituant met en place cette constitution, on dira que la constitution a vu le jour. Mais sauf que le pouvoir constituant n'a pas une existence en droit. C'est un pouvoir politique. Le pouvoir constituant originaire qui met en place la première constitution. Et vu que la constitution mise en place n'est pas un chef-d'œuvre, ça veut dire que ça peut être amélioré au fil des années et tout, le pouvoir constituant originaire prévoit des clauses de révision de cette constitution-là qui permet au pouvoir que nous allons appeler le pouvoir constituant dérivé de modifier la constitution, de réviser la Constitution et voire même changer cette Constitution. Je sais qu'on reviendra tout à fait, oui. Dans le fond sur cette question-là. Oui. Alors, une première constituante mise en place, c'est ça? Alors, le pouvoir constituant originaire met la première constitution en place. C'est ça? Oui. Oui, des hommes, des femmes appelés donc Oui, alors le pouvoir constituant, c'est le peuple. Oui. D'accord, le peuple... Mais tout le peuple ne peut pas s'asseoir ensemble et écrire une constitution. Oui, bien sûr. Oui. C'est pour cela qu'il y a une assemblée constituante qui est mise en place et qui a pour rôle d'élaborer une constitution. Ensuite, qu'on soumet à la ratification du peuple par référendum. Et ça, c'est quand cette assemblée constituante n'est pas souveraine. Oui. Par contre, quand l'assemblée constituante est souveraine, c'est-à-dire lorsque le pouvoir constituant dérivé, l'Assemblée nationale, se mue en assemblée constituante, à partir de ce moment, on estime que cette assemblée constituante, qui n'est rien d'autre que le représentant des États, a une certaine maîtrise de la Constitution. Et lorsque cette assemblée vote la Constitution, on estime que, vu qu'étant le représentant du peuple, elle peut donc faire passer cette Constitution. Sauf que dans une Constitution qui se veut rigide, il faut que cette Constitution-là passe à une majorité qualifiée. C'est pour cela que vous verrez dans la Constitution de la 4e République togolaise que l'article 144 dit que lorsque le pouvoir constituant dérivé, qui se mue en assemblée constituante, veut réviser la Constitution, elle doit le faire à la majorité des 4/5e. Donc c'est une majorité qualifiée. Et c'est quand cette majorité des 4/5e n'est pas atteinte et qu'il y a plutôt la majorité des 2/3 qui montre qu'il n'y a pas eu consensus, qu'il faut retourner au niveau du peuple pour référendum. Là, vous faites allusion au mode d'adoption d'une constitution, ça? Oui. Oui. À savoir?
Alors, ce que je suis en train d'expliquer, c'est que d'abord, alors, je vais quand même évoquer un certain nombre de théories pour expliquer. Parce que même en droit, la question est discutée. C'est-à-dire, la doctrine, les grands jurys sont partagés sur la question. Oui. Lorsque vous prenez une constitution, déjà, il y a deux écoles qui s'affrontent sur la question de qui peut changer la constitution. Je pense que c'est ça la vraie question. En réalité, oui, de ce que nous vivons, et ce que vous me posez également. C'est ça. Alors, il y a ce que je peux appeler l'école CIS et l'école Vedel. Alors, l'école CIS, c'est l'école qui est rattachée à une pensée de l'abbé CIS, un grand juriste français, qui a d'abord fait la nuance entre le pouvoir constituant et les pouvoirs constitués, c'est-à-dire le pouvoir constituant qui met en place les pouvoirs constitués. Et il y a un autre juriste Bonnard, je crois, si j'ai bonne mémoire, qui va théoriser encore plus, approfondir cette idée en disant qu'il faut faire le distinguo entre le pouvoir constituant originaire, qui met en place la première constitution, et le pouvoir constituant dérivé, qui fait la révision de la Constitution. Et cette idée sera relayée par plusieurs auteurs, de Vega, Carl Schmitt, Littevaux, Olivier Beau. Alors, ces auteurs vont dire ceci: le pouvoir constituant ne peut que changer, le pouvoir constituant originaire ne peut que changer la Constitution, modifier. Et c'est le pouvoir constituant dérivé, son rôle c'est de réviser la Constitution. C'est ça. L'école Vedel dira que cette dichotomie entre pouvoir constituant originaire et dérivé n'est pas trop pertinente. D'accord? Ce distinguo, la séparation entre pouvoir constituant originaire et dérivé, l'auteur qu'on appelle Georges Vedel dira que ce n'est pas trop pertinent et que pour lui, ce que fait le pouvoir constituant originaire, le pouvoir constituant dérivé peut le faire. Ce qui veut dire que dans la pensée de Vedel, le pouvoir constituant dérivé peut réviser partiellement ou totalement la Constitution. Et c'est sur ce point-là que l'autre école de pensée n'est pas d'accord. Et l'autre école de pensée, portée par Littevaux, Carl Schmitt et autres, dira mais le pouvoir constituant dérivé n'a qu'un rôle de révision, une fonction de révision. Et l'autre dit non, le pouvoir constituant dérivé peut faire fonction constituante, œuvre constituante. Donc, il se pose deux questions, la question de la révision partielle et la question de la révision totale. Et on entend par révision totale la réécriture pure et simple, c'est ça? Oui, la révision totale, c'est le changement, la réécriture de la Constitution. Ce qui s'est passé chez nous, qu'est-ce que c'est? Alors, ce qui s'est passé, c'est une révision totale. Par le pouvoir constituant dérivé. Ça veut dire que ceux qui ont procédé à cette révision se sont inscrits dans l'école de pensée de Vedel, qui prône l'idée selon laquelle le pouvoir constituant dérivé peut faire une révision soit partielle, soit totale. C'est ça. Sauf que, bon, la polémique, vous le savez, c'est que cette assemblée, n'est-ce pas, constituée, c'est ça? Constituante qui s'est mutée, n'est-ce pas? Non, l'Assemblée nationale qui s'est mutée, qui s'est muée en Assemblée constituante. C'est ça? Oui. Oui, on parle de la fin de son délai d'exercice, de son mandat. Oui. Alors, la fameuse question de l'article 52. Oui. Alors, au regard de la loi, qu'est-ce que ça dit concrètement? Alors, là encore, je vais peut-être faire un peu de pédagogie. Vous savez, en droit, lorsqu'une question se pose en droit, c'est après tout des écoles de pensée, d'approche de la question. Et si nous prenons le dernier alinéa de l'article 52 qui fâche, il y a deux lectures. Si nous observons en tant que personne externe, il y a deux lectures de cet article-là. Deux interprétations. Deux interprétations, donc, de cet article, du dernier alinéa de l'article 52 qui se fait. La première interprétation, c'est l'interprétation positiviste. C'est-à-dire que le positiviste dit qu'il faut dire le droit, rien que le droit. Il faut faire une interprétation, une lecture stricte du droit. De l'autre côté, nous avons les justes naturalistes qui disent, oui, il faut faire une interprétation du droit, mais il faut quand même convoquer des éléments de la morale, de l'éthique. Or, dans un état de droit, le droit en vigueur, c'est le droit positif. Et donc, en faisant une lecture positive ou positiviste du dernier alinéa de l'article 52, les députés en fin de mandat restent en fonction, veut dire tout simplement
qui peuvent légiférer et contrôler le gouvernement. Et non pas seulement gérer les affaires courantes, parce qu'on suppose que, on considère que cette décision de changer, de réécrire carrément la Constitution, est quand même une décision de taille. Hein. Alors, c'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Si vous, tel que vous posez la question, ça veut dire tout simplement que vous vous inscrivez dans une approche juste naturaliste de la question. Et dans cette logique, ce que vous allez dire aura son sens. C'est ça. Et dans l'autre logique positiviste, ce que l'autre va dire aura son sens. C'est deux lectures, deux interprétations du même article qui se posent. Mais que l'on peut trancher au profit de la morale, n'est-ce pas? Puisque la morale inspire, nourrit le droit. Oui, bien sûr, la morale inspire le droit. Mais à partir du moment où la règle morale est codifiée, mise dans un texte, ça devient du droit positif. C'est ça. Qui s'impose à tout le monde. Une règle morale qui s'impose à vous ne s'impose pas forcément à moi. Avant que cette règle ne s'impose à vous, à moi, à tout le monde sur le territoire, il faut que cette règle soit mise dans un texte, soit codifiée pour que ces règles deviennent du droit positif. Vous voyez? Donc, ce que je suis en train de dire, c'est qu'aujourd'hui, on voit ça et là plusieurs interprétations de cet article. Mais ces interprétations, en droit, on l'appelle des interprétations scientifiques. L'organe qui fait l'interprétation authentique, c'est-à-dire l'interprétation qui s'impose à tout le monde, c'est le juge, notamment le juge constitutionnel, dans notre cas. Alors, seul le juge constitutionnel peut trancher en disant, au regard de cette question, voilà l'interprétation qu'il faut adopter. Oui. Rencontre échange, nouveau numéro, nous parlons de la nouvelle réforme constitutionnelle en cours dans notre pays. Le texte fut adopté en deuxième lecture par l'Assemblée nationale et sur le bureau du chef de l'État en attendant d'être promulgué, Joseph Junior Kodjo de l'Université de Lomé. Enseignant-chercheur est mon invité, c'est avec lui que nous faisons le tour de ces questions qui fâchent, n'est-ce pas? Qui dit qu'il y a le pouvoir aussi qui tranche lorsqu'il y a plusieurs interprétations. Or, le pouvoir constituant dérivé, l'Assemblée nationale, c'est le représentant du peuple. Et donc, s'ils estiment que c'est cette interprétation positiviste qu'il faut adopter, ça devient l'interprétation qui s'impose. Oui, on ne va pas entrer dans les détails, mais sauf qu'on aurait pu attendre quand même le prochain scrutin législatif pour le faire. Oui, c'est pour ça que je dis c'est le pouvoir qui décide de l'opportunité. Donc c'est une décision politique. Oui, c'est une décision politique finalement. Vous savez, réviser une constitution, il faut le faire au moment opportun, au moment idéal. Mais qui définit? C'est le pouvoir. Le Parlement, enfin l'Assemblée nationale qui a le pouvoir de réviser. C'est cet organe-là qui décide. Donc c'est une décision après tout politique. C'est ça. Et alors, venons-en, puisqu'on parle avec cette constitution, c'est un changement de système politique dans notre pays. Hein? De régime politique. De régime politique. Oui. Nous étions dans un régime présidentiel, semi-présidentiel. Eh bien, ça va nous basculer notre pays dans le régime parlementaire. Alors, est-ce qu'on a eu le temps d'évaluer, n'est-ce pas, les biens et les maux, hein, n'est-ce pas, du régime présidentiel pour trouver le besoin ou l'urgence dans nos pays, un changement? Alors, pour répondre à cette question, je vais juste me référer aux exposés de motifs que les porteurs du projet ou de la proposition de loi ont évoqués. Et entre autres, il y a un élément qui a été évoqué, c'est la concentration des pouvoirs dans les mains du président de la République. C'est ça. Vous savez, après les indépendances, surtout après les années 90, les constitutions un peu en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest, se sont inspirées de la France. Or, vous savez, en France, bien avant de tomber dans ce qu'on appelle aujourd'hui le régime semi-présidentiel ou régime semi-parlementaire, c'était un régime parlementaire. Et c'est le général de Gaulle qui est venu avec l'idée selon laquelle le président de la République devait avoir un pouvoir conséquent de sa main et même être élu au suffrage universel direct et avoir une certaine légitimité. Donc, ce modèle-là a été adopté par les constituants africains. Ce qui fait qu'en Afrique, très souvent, dans ces régimes semi-présidentiels, semi-parlementaires, le président de la République détient un pouvoir important. Or, le président n'est pas responsable devant le Parlement. Et vous savez également que la responsabilité politique devant le Parlement exige qu'on rende des comptes, etc. Et voilà. Mais le président de la République
n'est pas responsable devant le Parlement. Autant le Parlement est légitime, autant il est légitime. C'est ça. Parce qu'il est élu directement par le peuple. Oui. Donc, ce qui fait qu'il y a des crispations, des frustrations autour de la personne du président de la République. Et selon l'exposé de motifs, il faut aujourd'hui démystifier ce pouvoir. Et puisqu'on sait dans la sous-région, les coups d'État sur coups d'État autour de la personne du président de la République qui émerge, il faut donc, selon l'exposé de motifs, entre autres, démystifier la fonction du président de la République et donc remettre le pouvoir à une institution qui sera désormais responsable politiquement devant le Parlement. C'est ça. Donc, voilà quelques éléments qui, selon les porteurs du projet, justifieraient le changement de régime. Et au terme donc de ce changement, nous n'avons plus un président élu au suffrage universel, mais issu, n'est-ce pas, des rangs de la majorité à l'Assemblée nationale. Alors, il faut préciser quel président. Ça, c'est le président du Conseil des ministres. Alors, le président du Conseil des ministres, comme vous venez bien de le dire, il est issu du parti qui a la majorité à l'issue des élections à l'Assemblée. Donc, il est issu du parti qui a la majorité à l'Assemblée et il est donc, dans certains cas, il est élu encore par l'Assemblée. Mais une chose certaine, il est issu, le président du Conseil des ministres est issu de la majorité à l'Assemblée. En revanche, le président de la République, dans ce régime, ne sera plus élu directement par le peuple. Donc, c'est plutôt le Parlement. Et quand on dit Parlement, il y a deux chambres. Deux chambres, oui. L'Assemblée nationale et le Sénat. Donc, c'est à la fois l'Assemblée nationale et le Sénat d'élire désormais le président de la République. Et on dira qu'il est élu au suffrage universel indirect. Pour un mandat de... Alors, en temps, c'était 6 ans, mais j'ai ouï dire que c'est 4 ans renouvelables. Une fois, je crois. Finalement, avez-vous en possession le nouveau test parce que... Ou bien il faut attendre d'abord qu'il soit promulgué parce que les Togolais ne connaissent pas le contenu exact. Oui, alors on a eu des projets qui ont circulé ça et là, mais le test nouvellement adopté au Parlement, je n'ai pas encore à ma possession. Dans l'état actuel des choses, donc la décision est dans les mains du chef de l'État, c'est ça? Oui, alors la décision est dans les mains du chef d'État. Vous savez, au regard du principe de la séparation des pouvoirs, le chef de l'État, lorsque un test est adopté au Parlement, a comme rôle de promulguer ce test-là. Et s'il ne le fait pas, le juge constitutionnel sera saisi et sa décision... Par qui? Par peut-être les députés. C'est ça. Oui, donc la décision du juge constitutionnel vaut alors promulgation. D'accord. Donc, le président de la République, après l'adoption du test, a 15 jours pour la promulgation. Faute de quoi, le juge constitutionnel sera saisi pour constatation et sa décision vaudra promulgation. C'est ça. À votre avis, enfin, à votre qualité d'analyste, est-ce qu'il va le faire parce que, ou bien ne pas le faire? Parce qu'il y a eu toutes ces réactions qu'on a vues ça et là, et ce qui l'a même obligé à demander une deuxième lecture du test. Oui. Alors, je crois, comme vous l'aviez dit, il a été saisi par des religieux, par un certain nombre de personnes, et selon la compétence que lui reconnaît la Constitution de la 4e République, il a demandé une seconde lecture. Et après la seconde lecture, le test a été adopté au Parlement. Et donc là, comme je viens de le dire, la séparation des pouvoirs demande que le test adopté au Parlement soit promulgué par lui. Vous voyez? Donc ce qui lui fait obligation à le faire. Oui, il doit le faire. Et s'il ne le faisait pas, c'est là que le juge constitutionnel est saisi pour constatation et sa décision vaudra promulgation. Les autres aussi peuvent saisir le juge constitutionnel, n'est-ce pas? Quand vous dites les autres... C'est l'opposition qui est vent debout contre la nouvelle réforme. Alors, il faut préciser que c'est l'opposition parlementaire. Parce que le juge constitutionnel togolais n'est pas saisi par les particuliers. Il y a un certain nombre d'autorités prévues par la Constitution qui sont habilités à saisir le juge constitutionnel. Donc, il y a un certain nombre de députés
je crois un cinquième, pour ne pas dire n'importe quoi, mais il y a un nombre de députés. Alors, Vous parlez des députés parlementaires, l'opposition parlementaire. Alors, c'est précisé qu'il y a un quota de députés qui peut saisir le juge constitutionnel. Et si c'est l'opposition parlementaire qui a atteint ce quota, ils peuvent le faire. Et l'opposition extra-parlementaire ne peut pas le faire? Alors, la notion d'opposition extra-parlementaire, est-ce que c'est une notion constitutionnelle? Alors, sur cette question, permettez que j'explique quelque chose. Tout à fait, oui, allez-y. Vous voyez, ce n'est pas parce que vous avez créé un parti politique que vous êtes forcément, vous concourez forcément à la gouvernance politique. Il faut être là où se fait la loi, là où se prennent les décisions. Ce que Habermas appelle l'espace politique, l'Assemblée. Donc, si vous créez un parti politique et que vous n'êtes pas à l'Assemblée, c'est un parti politique reconnu par les chartes, parce que... bien sûr, oui. Cela va de soi. Alors, quand on ne le reconnaît pas, ça pose pas un problème? Alors, tant que vous respectez les conditions, il faut forcément, on vous reconnaîtra. Le parti, ça va de la démocratie. Oui. Vous voyez. Mais lorsque vous ne respectez pas, les conditions sont respectées, vous êtes un parti politique reconnu par l'État. Mais si vous n'êtes pas un représentant du peuple, oui, votre voix va porter en tant que voix d'un citoyen, mais vous ne pouvez pas vous opposer parce que vous n'êtes pas au Parlement. Vous voyez? Ce qui fait qu'il est important pour tous ceux qui font de la politique, de tout faire pour se faire représenter au Parlement, surtout dans un régime parlementaire. C'est très important d'être là où les décisions sont prises. Puisque l'un des arguments du camp du changement, c'est que ça permettra à tout le monde d'avoir accès, n'est-ce pas, aux prises de décisions à travers l'Assemblée nationale. Oui, alors, l'un des avantages du régime parlementaire, c'est un régime où, comme je le disais, celui qui a le pouvoir, désormais le président du Conseil des ministres, a un projet qu'il soumet au Parlement, et ce qui fait qu'il est aussi responsable devant le Parlement. Et donc le Parlement peut désormais, le fait encore plus qu'avant, contrôler ses actions, contrôler sa politique, sa gouvernance. Avec des interpellations. Exactement, des questions écrites ou orales. Qui a obligation à répondre, c'est ça? Parce que bien sûr, c'est ça le... On a interpellé les ministres qui n'ont pas répondu dans l'ancien régime. Oui, bien sûr. Vous voyez, c'est l'une des faiblesses, sûrement, de ce régime semi-présidentiel. Parce que, vous savez, dans ce régime présidentiel, il est dit que c'est le Premier ministre qui détermine et conduit la politique de la nation. Mais en réalité, on dit sous l'autorité du président de l'État. Oui. Alors, finalement, si je fais quelque chose sous votre autorité, c'est vous le vrai chef. D'accord? Or, le vrai chef ne peut pas répondre devant le Parlement. Donc, désormais, celui qui est le vrai chef, le président du Conseil des ministres, est obligé de répondre aux questions orales, aux questions écrites, aux interpellations du Parlement. Dans un franc jeu, parce que bon... Oui, bien sûr. Oui. Alors, ailleurs, comment ça se fait? C'est cela. Ça se fait à la télé ou sur les réseaux sociaux, et les citoyens suivent ce qui se fait. Et donc, je crois que quelque part, ce régime a des avantages, permettra aux citoyens d'avoir un contrôle par ses représentants sur la gouvernance politique. Bien, merci M. Kodjo pour ces éclaircissements sur la nouvelle constitution. Nous sommes en pleine pédagogie, parce qu'il faut bien expliquer les choses, parce que souvent, la peur de l'inconnu aussi justifie les soupçons et ensuite les accusations, n'est-ce pas? Bien sûr. Alors, bien sûr. Oui. Oui, alors... Dites-nous plus, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'il faut encore dire? Je pense que ce qui est nouveau dans ce régime parlementaire, à partir de la promulgation, c'est qu'on aura désormais un Sénat. Avant, le Sénat n'existait que de nom, sur papier. Mais désormais, le Sénat sera mis en place et c'est également ce Sénat et l'Assemblée nationale qui éliront le président de la République. L'autre chose également, je l'ai précisé, le président de la République n'a plus de pouvoir réel parce qu'il n'est pas responsable politiquement. Donc celui qui est responsable politiquement, c'est le président du Conseil des ministres, mais qui peut être renversé par le Parlement, au cas où sa politique n'emporte plus la conviction. D'où l'instabilité politique, parce qu'on aura fait des élections successives. Oui, il y aura l'instabilité, mais il faut aussi préciser que, autant le Parlement peut activer la motion de censure, autant le président du Conseil aussi peut renverser le Parlement. Ce qui fait qu'il y a équilibre. Une sorte d'équilibre.
tu peux me démettre, je peux te démettre. Et l'équilibre là fait que il y a quand même... enfin, c'est quand même ça rationalise un peu l'instabilité politique dont vous parlez. Oui, on a vu dans les pays qui l'expérimentent en Europe, il y a bien sûr. l'Italie qui est un exemple d'instabilité politique où on fait des élections presque chaque année. Alors, oui, vous avez parfaitement raison. Oui, en fait, l'instabilité politique aussi a un lien avec le scrutin adopté. D'accord ? Et je crois qu'au Togo, c'est la forte majorité reste qui est un peu plus proche du scrutin majoritaire. Ce qui fait que là, c'est les grands partis qui sont favorisés, ce qui permet alors à ces partis d'avoir une voix conséquente au Parlement. Et quand il n'y a pas la majorité, ils font des alliances, comme vous le dites. Oui. Et alors, si on prend un exemple concret, la France, vous vous rappelez, pour que la loi sur l'immigration soit votée, le parti du président Macron, la République en marche, je crois, a dû faire une alliance contre nature avec le Front national de Marine Le Pen. Vous voyez ? C'est vraiment contre nature. Voilà. Donc, c'est dire que c'est en cela que ce régime est fascinant aussi. On voit la politique n'est plus à un sens unique, c'est plus à sens unique, mais c'est vraiment une collaboration, c'est vraiment un enjeu qui est là pour les représentants et pour la nation. Est-ce que la période est bien choisie pour opérer ce changement de système de gouvernance? Oui, je viens de répondre à la question, c'est une décision politique. Puisque nous sommes à la veille d'un deux scrutins, et lundi prochain, les Togolais se rencontrent aux urnes, et personne ne sait ce qui peut se passer au lendemain de ce scrutin législatif. Alors, au lendemain de ce scrutin, ce qui est certain, nous espérons tous que les choses se passent dans la paix. Et au lendemain de ce scrutin et après la promulgation de la loi, il y aura forcément dans le texte ce qu'on appelle des dispositions transitoires qui vont prévoir la période de transition entre les institutions de la 4e République et les institutions de la 5e République. Une chose est certaine, une fois la loi promulguée, le président de la République ne sera plus président de la République. Comment on va l'appeler alors? Parce que nous avons un président de la République actuellement, Elios Sylvestre Nassel, dont le mandat court jusqu'en 2025. Oui, alors, avec le changement de régime, il ne peut plus être président de la République. D'accord? Et comment on va l'appeler? Il n'est plus président de la République. On va l'appeler président du Conseil? Non, au cas où, oui, justement. Au cas où son parti remportait l'élection, il peut être le candidat comme on peut désigner quelqu'un d'autre. Ça, c'est un choix. Ça veut dire que la loi serait d'application directe et immédiate? Oui, c'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire, il y aura des dispositions transitoires. Bien évidemment, la loi aura une application effet immédiat, mais il y aura des dispositions transitoires pour faire la transition entre les institutions anciennes et les institutions nouvelles. Qui dira comment est-ce que voilà, les nouveaux députés, c'est vrai, ils vont prendre place, etc. Il faut une disposition transitoire pour organiser cela. Est-ce qu'au sein d'une constitution, il y a des lois qui prévoient, en tout cas des solutions qui prévoient son changement, sa réécriture au total, ou son changement carrément? Alors, cette question renvoie à une question à laquelle je viens de répondre. C'est dire que lorsqu'on prend les constitutions ne disent pas clairement comment elles vont changer. Toutefois, il y a ce qu'on appelle les clauses de révision. C'est-à-dire que, comme je viens de le dire, une constitution, ce n'est pas un chef-d'œuvre. Ça a forcément des insuffisances. Ça peut être à parfaire, à améliorer. Et c'est justement pour cela que le constituant originaire lui-même met en place les clauses de révision ou les dispositions de révision. Et cette révision se fait par le pouvoir constituant dérivé. Et c'est là que je vous dis qu'il y a deux écoles qui s'affrontent sur la question de savoir si le pouvoir constituant dérivé peut faire une révision totale ou partielle. Alors, selon qu'on est d'une école, le pouvoir constituant dérivé ne peut que faire une révision partielle. Selon qu'on est de l'autre école, le pouvoir constituant dérivé peut faire une révision à la fois totale et partielle. Ce qui fait polémique, qui, n'est-ce pas, divise et fâche, c'est qu'il n'y a pas une consultation populaire au préalable, comme on l'a fait après. On aurait pu le faire auparavant. Oui, alors, sur cette question, le pouvoir constituant dérivé, lorsqu'il
il veut faire la révision, il se mue en assemblée constituante. Vous l'avez dit, oui. Et dans la théorie du droit, on estime que, étant le représentant du peuple, il a une maîtrise de la Constitution. Et c'est ce qui fait que lorsque la Constitution, révisée par le pouvoir constituant dérivé, se fait à une majorité qualifiée, on estime que le représentant du peuple a agi dans les normes. Par contre, lorsqu'il n'y a pas cette majorité qualifiée, il y a un problème de consensus. Et là, il faut retourner devant le peuple qui doit faire arbitrage. Et c'est là qu'on retourne au référendum. C'est ça. Ouais, c'est ce qui fait qu'on permet d'identifier une constitution rigide. C'est-à-dire la constitution rigide, c'est cette constitution dont les modalités de révision ne se font pas comme pour les lois ordinaires. Et si vous prenez l'article 144, on a une majorité qualifiée forte. C'est-à-dire que au 45e, on estime qu'il y a eu consensus. Plus besoin d'aller au référendum. C'est ça. Par contre, quand c'est aux 2 tiers, il n'y a pas consensus. Il faut que le peuple intervienne. Et ce qu'on a vu, c'est qu'il y a eu une majorité qualifiée pour la première loi votée, et même après la relecture. Oui, c'était à l'unanimité même, oui. Donc, pour ce représentant qui maîtrise la Constitution, pas besoin d'aller directement au référendum. C'est ça, en fait, l'idée. Par contre, quand c'est une assemblée constituante qui n'est pas souveraine, une fois que le test est élaboré, il faut soumettre le test à la ratification du peuple au moins du référendum. Et le Togo serait une première, un premier pays dans l'Afrique ouest, dans la sous-région est-africaine, pour expérimenter le régime parlementaire. Oui, le Togo serait le premier pays. On peut le voir ainsi, mais je peux aussi dire qu'en réalité, enfin, vous le savez bien, la 4e République, après tout, c'est un régime parlementaire aussi. Parce ne dit pas son nom. Alors, je vous explique ceci. Oui. Lorsque le Premier ministre dans la Constitution de la 4e République est de l'opposition, il y a cohabitation. On se retrouve dans un régime parlementaire. Oui, puisque il est sorti du rang de la majorité. Et donc, il y aura une sorte de tension entre le président et le Premier ministre qui ne voudra pas être soumis à l'autorité. On a vu le cas en France. Oui, même chez nous, Edem Kodjo, le feu président. Il y a des lors de la transition. Voilà. Donc, c'est en période de coïncidence qu'on n'est pas réellement dans un régime parlementaire. C'est vrai que pour la première fois, un régime parlementaire pur, oui, je crois que c'est le Togo dans l'Afrique de l'Ouest. C'est ça. Et dans ce langage de régime parlementaire, on parle de minorité de blocage. Oui. Alors, vous savez, le régime parlementaire, comme on le dit, c'est un régime où il faut faire des coalitions si on n'a pas la majorité. Mais c'est un régime qui doit amener tous ceux qui veulent faire la politique, qui ont des partis politiques, à se faire représenter aux élections. Parce que je dis très souvent aux étudiants quand ils m'approchent qu'on n'en serait pas ici si on avait une opposition parlementaire qui aurait pu dire non, cette idée, cette interprétation, nous on n'est pas pour, donc on vous bloque, on va aux 2 tiers, on vote la loi, 2 tiers, on va au référendum. C'est dire que dans une assemblée nationale, il faut que tous ceux qui veulent faire de la politique soient représentés. Parce que peut-être que c'est un débat d'idées. Vous pensez d'une manière, et je ne suis pas d'accord. Mais pour m'opposer à vous, je dois être là où se fait la loi, là où les décisions sont prises. Mais quand je suis en dehors, ce sont des opinions. Les absents auteurs, c'est ça? Oui, c'est ça. Alors, il y a un auteur qui dit, pour paraphraser un auteur, un juriste, quand vous êtes absent politiquement, vous risquez d'avoir tort juridiquement. Ouais. Donc la présence de tous s'avère indispensable au sein de l'hémicycle. Ouais. Vous savez, le droit constitutionnel, quel est l'objet du droit constitutionnel? C'est l'encadrement juridique des phénomènes politiques. Donc vous ne pouvez pas vouloir faire du droit constitutionnel ou faire de la politique sans être là où se prennent les décisions. Donc on ne peut pas aussi séparer la politique du droit constitutionnel, puisque c'est un ensemble de règles qui veulent saisir, réglementer le phénomène politique. Bien, merci, M. Kodjo, enseignant-chercheur à l'université. Vous êtes enseignant de droit. Vous nous expliquez de façon simple ce à quoi il faut s'attendre dans les jours à venir, lorsque, au bout des 15 jours, vous avez dit non. Oui. Et le chef de l'État devait promulguer, faute de quoi le juge constitutionnel prend acte.
Oui. Il constate, il est saisi, il constate et sa décision vaut promulgation. Il se saisit, s'auto-saisit ou bien? Non. Alors, il ne peut pas s'auto-saisir, il n'a pas cette compétence, mais il y a ce qu'on appelle saisine d'office. Alors, auto-saisine veut dire que je ne suis pas saisi, je me saisis moi-même de la question. Le juge constitutionnel togolais n'a pas cette compétence. Oui. Beaucoup de juges constitutionnels ne l'ont d'ailleurs pas. En revanche, l'autosaisine, c'est que lorsque vous saisissez le juge constitutionnel et que, pendant qu'il rend la décision, il se rend compte qu'il y a une question connexe qui peut être soulevée, il peut soulever cette question connexe-là. C'est ça la saisine d'office, qui est différente de l'autosaisine. Donc, il n'a pas compétence à se saisir lui-même. C'est-à-dire qu'il a au moins l'obligation de le faire? Alors, je reprends. Vous parlez c'est pas très clair, oui. Vous parlez de... moi, hein, D'accord. Vous parlez de l'autosaisine. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'ai une compétence pour connaître d'une affaire. Mais il y a un problème qui se pose et je ne suis pas saisi. Comme le cas, il y a problème actuellement. Oui. Voilà, je ne suis pas saisi. Moi-même, je me saisis de l'affaire. Oui. Voilà, ce n'est pas une compétence qui est reconnue au juge constitutionnel. Oui. C'est bon, c'est clair. Bon, c'est clair maintenant pour moi. Maintenant, j'essaie juste d'expliquer que lorsqu'un juge constitutionnel est saisi pour une affaire et que durant l'analyse argumentaire, il se rend compte qu'il y a une question de droit connexe, une question de droit à laquelle renvoie l'affaire dont il est saisi, il peut se saisir de cette question connexe-là. Oui. Mais au préalable, il faudrait qu'il soit saisi d'abord. Je ne sais pas si vous voyez. Par qui, finalement? Par le requérant, les requérants autorisés par la Constitution. La Constitution. Et je précise, le juge constitutionnel, togolais comme français, ne peut pas être saisi directement par les citoyens, par les particuliers. Il y a des autorités, CNDH, un quota de députés, le président de la République, le Premier ministre, qui peuvent le saisir. Vous connaissez un peu nos réalités, hein. C'est aussi le problème du respect des tests que nous avons choisis nous-mêmes. Vous pensez que tout ce qui est contenu dans cette nouvelle constitution est respecté à la lettre? Alors, il faudra donc accorder le crédit à ceux qui sont là, parce que me prononcer ferait de moi un politicien. que vous n'êtes pas, n'est-ce pas? Je suis un juriste et je devenir juriste. Donc, alors, il faudra juste espérer et apporter le crédit pour que le nouveau test soit vraiment respecté. De toute façon, ça dit que c'est une chance donnée à tout le monde, comme vous le dites, surtout que nous sommes dans une société. Est-ce que vous pensez que le régime peut payer cela au cas où la population ne lui pardonnerait pas, n'est-ce pas, ce changement brusque? Oui, alors... Parce que dans l'opinion, on pense que rien ne justifie ce changement de constitution. Si j'ai bien compris votre question, si à l'issue des élections, le parti au pouvoir n'a pas la majorité, elle sera obligée de faire des alliances, de coalition, pour avoir la majorité. Et si, malgré ça, elle ne l'a pas, eh bien, le parti qui a la majorité, c'est son leader qui devient le président du Conseil des ministres. Ces négociations se font sur des bases juridiques ou bien c'est au gré, n'est-ce pas, des projets de société? Oui, forcément. Tout à l'heure, vous avez parlé d'alliance contre nature, hein? Oui, forcément. Vous savez, c'est des débats d'idées, c'est des projets de société. Et pour faire des alliances, il y a aussi des alliances de couloir et tout. Mais après tout, il faut que vos idées et mes idées aient quand même une certaine articulation, un point commun pour que je puisse vous donner mes voix. Donc je crois qu'il y a forcément une convergence au niveau des idées, au niveau de la politique défendue, pour ce qui favorise les alliances. Ce changement de constitution rentre donc dans le processus démocratique enclenché depuis les années 90. Oui, alors depuis les années 90, le processus, on l'a vu, c'est la démocratie, le pouvoir au peuple, du peuple, pour le peuple. Et aujourd'hui, ce régime parlementaire, au-delà des faiblesses, l'avantage en termes démocratiques, c'est qu'il permet aux citoyens, à travers ses représentants, d'avoir un contrôle conséquent sur l'action du gouvernement. Et tout cela rentre dans la logique démocratique. Bien, merci. Rencontre échange nouveau numéro, la nouvelle constitution, la nouvelle réforme, dans ce contexte d'élection et de fête d'indépendance aussi en ce jour du 27 avril. Professeur, dites-moi, nous célébrons notre souveraineté internationale.
Qu'est-ce que ça vous inspire, cette indépendance chèrement acquise, hein? Est-ce que nous le sommes vraiment? Parce que beaucoup s'interrogent. Hein? Oui, nous le sommes vraiment, la souveraineté nationale. Alors, déjà, avant de répondre, quand vous posez la question de savoir si nous sommes souverains, nous le sommes. Autant vous êtes peut-être plus gros que moi, en droit, nous sommes égaux. C'est ça, en fait, la question. Oui. C'est vrai que les États-Unis sont plus puissants que le Togo, mais en droit, autant les États-Unis sont souverains, autant le Togo est souverain. Oui. En droit. Et donc, en droit, nous sommes souverains. Alors, maintenant, dans les relations internationales, il y a forcément des rapports de force. Ça existe, la real politics. Donc, il y a ça. Mais en droit, nous sommes souverains. Et aujourd'hui, bientôt, nous aurons 64 ans. Et quand on a 64 ans, je pense que c'est l'occasion de faire le bilan. Et quel que soit le résultat, il faut redoubler d'efforts, travailler, toujours travailler. Et concrètement, qu'avons-nous gagné de cette indépendance? Je dirais qu'il faut faire le bilan. Enfin, je ne suis pas un politicien pour faire le bilan, mais je crois que c'est vrai, autant il y a eu... Puisque nous dépendons encore de l'étranger, y compris nos textes de droit, puisque nous sommes calqués, notre système de gouvernance est bien souvent calqué sur ce que fait l'ancien patron. Oui, c'est justement pour ça que je vous fais le distinguo entre ce qu'on appelle le droit, notamment le droit international, et les relations internationales. En relations internationales, nous ne sommes pas égaux. Il y a toujours des rapports de force. Vous voyez un peu ce que la Russie fait par rapport à l'Ukraine. C'est un rapport de force. Alors qu'en droit, l'Ukraine est aussi souveraine que la Russie. Donc, en droit, nous sommes souverains. Nous avons une souveraineté nationale. Maintenant, dans les relations internationales où des questions d'intérêt se jouent, forcément, il va de soi que il y a l'influence de l'Occident et tout, mais on voit un peu depuis ces dernières années comment les chefs d'État africains s'offusquent contre je vais dire, ce néo-impérialisme. Et ça promet, cette volonté de sortir une fois encore, une deuxième fois, si vous voulez, du joug de ces anciennes puissances? Oui, ça promet. Ça promet. Et donc, on est là, on verra ce que ça va donner. De toute façon, les choix ne sont plus dictés dans les capitales occidentales. Oui, donc, on verra ce que ça va donner. Mais c'est quand même un pas vers la libération de l'Afrique, tant politiquement, économiquement, culturellement. À condition que nous ayons des hommes forts, capables, n'est-ce pas, de chercher, de comprendre ce qui est bien pour nous. Oui, justement. Pour le peuple. Justement. Et c'est aussi la volonté de ces hommes qui animent les institutions. Oui, bien sûr. Autant il y a les institutions, il faut des hommes pour animer ces institutions-là. Et donc, comme vous le dites, nous avons besoin aujourd'hui que l'Afrique ait des hommes qui vont animer les institutions africaines pour vraiment aboutir à un développement économique de l'Afrique. Très bien. Cet échange tire à sa fin. Professeur, est-ce que vous avez encore un dernier mot à dire? Juste vous dire que je suis heureux et j'espère que mes explications vont éclairer la lanterne des auditeurs. C'est cela. C'est notre souci, n'est-ce pas, de pédagogie, éclairer la lanterne des uns et des autres pour une meilleure appréhension de ce temps que nous vivons et de cette nouvelle République qui va bientôt naître, dès lors que la Constitution sera promulguée. C'est bien ça, n'est-ce pas? Nous allons entrer, n'est-ce pas, du jour au lendemain dans la nouvelle République. La cinquième. Dans la 5e République. Très bien. Merci, professeur Kallio, pour ce temps passé en studio de sécurité. Merci à vous, mes téléspectateurs, pour avoir suivi ces échanges ici en studio. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Pendant ce temps, portez-vous bien. Bonne fête de l'indépendance. Bonne fin de campagne. Ce soir, 0h, la campagne prend fin. Et que chacun en sa conscience vote lundi pour une décision qui va engager la vie de la nation tout entière. Merci et à très bientôt. Merci. Merci, professeur.